Alors, on va passer maintenant à la deuxième étape de l'histoire de la formation des Alpes, qui correspond au schéma qui est ici. Donc, la différence avec le précédent schéma, c'est que on peut voir ici, sur la coupe, la présence de croûte océanique qui était absente lors de la première étape. Donc là, on n'a plus seulement de la croûte continentale, mais réellement apparition d'un plancher océanique qui est généré au niveau d'une dorsale. Alors ça, c'est ce que vous avez vu l'année dernière. Donc on a ici une phase d'expansion océanique avec les deux marges passives dont on a parlé juste avant, hein, une ici, l'autre ici, s'écartent l'une de l'autre du fait du fonctionnement de la dorsale qui est là et de l'expansion océanique de part et d'autre de cette dorsale. Donc au niveau des contraintes, pendant cette période, elles sont toujours divergentes. Le phénomène majeur, c'est l'expansion océanique. Et quels sont les indices qui prouvent que cette phase d'expansion océanique a eu lieu dans les Alpes? C'est ce qu'on va voir dans les documents que je vous avais donnés. Alors ici, on vous parle de roches vertes, hein, qu'on appelle des ophiolites. Donc le mot ophiolite, c'est un mot que vous devez connaître dans le cadre du bac. Et ces ophiolites, on les trouve à un endroit un peu particulier, dans les Alpes. Et on a une succession de roches que vous connaissez, des péridotites, surmontées par des gabbros et des métagabbros, et enfin par des basaltes. À une altitude à plus de 2000 mètres, ce qui est assez surprenant, puisque cette succession de roches, vous devez forcément vous rappeler quelque chose. Donc en coupe, on voit à peu près la même chose, hein, avec vraiment une superposition péridotite, gabbro et basalte. Pour ceux qui ne se souvenaient pas, on voit aussi ici une photo des basaltes du Chenaillet, c'est des basaltes en coussin, vous avez vu l'an dernier, qui normalement sont des basaltes qui réalisent au fond des océans lors d'éruptions volcaniques sous-marines au niveau des dorsales. Et donc oui, voilà, une coupe ici au niveau de la faille Vema, qui est une faille au niveau d'une dorsale, hein, et où on a un décalage entre les deux parties de la coupe ici, qui permet d'observer en coupe les tranches de lithosphère océanique. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces tranches? Eh bien, cette fameuse succession péridotite, gabbro et basalte qu'on trouve dans les Alpes. Donc la présence de cette série qu'on appelle une série d'ophiolites dans les Alpes, prouve que pendant un moment de son histoire, il y a eu un océan, qu'on appelait l'océan alpin, avec présence d'un réel plancher océanique, avec les roches caractéristiques du plancher océanique. Donc, si je reviens à ce tableau, donc les documents qu'on vient de voir, hein, ce sont des documents relatifs à cette période. Les indices, donc c'est la présence d'ophiolites, notamment au niveau du massif du Chenet. Alors ensuite, on passe à la troisième étape, et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc assez clairement sur le schéma, hein, le phénomène de subduction avec une disparition progressive du plancher océanique formé à l'étape précédente. Donc là, évidemment, pour les contraintes changent de sens. Ici, on a un rapprochement de cette plaque et de celle-ci, et disparition progressive de l'océan. Donc, au niveau des contraintes, on a un contexte convergent. Le phénomène majeur, c'est la subduction. Et quels sont les indices qu'on trouve dans les Alpes qui prouvent que dans son histoire, il y a eu subduction? Alors ça, on en a déjà parlé, ça aussi. Voilà. On trouve des roches métamorphiques, on vous dit, hein, que ce sont des métagabbros avec des glaucophanes, que vous avez déjà évoqués dans le chapitre précédent, et des éclogites. Donc les éclogites qu'on retrouve dans les Alpes contiennent, comme celles qu'on a vues en TP, des grenats un peu rouges et de la jadéite plutôt verte. Et on voit ici la localisation où on peut trouver des éclogites dans les Alpes, plutôt du côté italien, plutôt du côté de Turin. Et sur ce document, on peut aussi observer que plus on va de Grenoble vers Turin, plus le degré de métamorphisme qu'ont subi les roches est important. De faible degré, schiste vert, donc des métagabbros à chlorite, ici schiste bleu, des métagabbros à glaucophane, et enfin le faciès des éclogites qu'on trouve donc plus à l'est. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Ça c'est le chapitre aussi précédent. On voit bien que la présence de chlorite témoigne d'un enfouissement à 5 à 10 km à peu près. Le glaucophane, pour que il se forme, il faut forcément un enfouissement supérieur à 15 km. Et enfin, pour les grenailles et la jadite, il faut un enfouissement à peu près égal, au moins égal à 45 km. Donc la présence de toutes ces roches ici dans les Alpes témoigne qu'à un moment donné de son histoire,
la croûte océanique qui était présente subduit et a été enfouie à forte profondeur. C'est pour ça qu'on retrouve en surface des minéraux qui ont été formés au départ à forte profondeur. Donc le phénomène majeur de subduction, on peut le suspecter dans les algues de par la présence de métagabro-agglocopane, d'éclogite, de métagabro-thiaschiste vert. Et les degrés de métamorphisme qu'on voyait sur le document précédent, celui-ci, vous démontrent le sens de la subduction. Donc si vous regardez bien, plus on va vers là, vers Turin, plus le degré de métamorphisme est important. Ce qui veut dire que les roches qui ont été les moins enfouies sont celles-ci, puis un peu plus, encore plus. Donc on peut déduire que c'est la plaque qui se trouvait au nord-ouest qui a subduit sous la plaque qui se trouvait de ce côté-là, donc plutôt au sud-est. Le sens de la subduction est déductible de ces différents degrés du métamorphisme croissant de l'ouest, à l'est. Et enfin, donc, suite à cette étape de subduction, on voit ici que la croûte océanique un peu plus foncée là a été en quelque sorte prise en sandwich entre les deux lithosphères continentales de part et d'autre, et on a un empilement de terrain, un épaississement crustal, lié à un raccourcissement. C'est exactement ce qu'on avait vu dans le premier chapitre de Géol avec les indices de l'épaississement crustal. Donc évidemment les contraintes ici sont convergentes puisque les deux lithosphères continentales convergent l'une dans l'autre. Le phénomène majeur, on l'appelle la collision continentale. Et quels en sont les indices? On va regarder ça ici. Voilà. Alors, il y a ce document qui est une coupe très simplifiée qui montre un épaississement crustal dans les Alpes. Et il y a des profils sismiques que je ne vous ai pas mis qui permettent de voir qu'il y a une racine crustale très importante et un mouvement très profond sous les Alpes. Il y a plein de figures qui témoignent d'un épaississement crustal qu'on a vu dans le chapitre de Géol le premier, des plis, des failles, alors cette fois des failles inverses, des nappes de charriage, des plis couchés, etc. Donc il y en a en pagaille dans les Alpes, ce qui prouve qu'il y a eu collision entre deux continents. Et enfin, donc ce qui continue de se passer un petit peu aujourd'hui, donc il y a toujours une surrection des Alpes. Alors ici, l'érosion dégage des roches de plus en plus profondes dans les Alpes, et à mesure que l'érosion dégage des roches en surface, donc la racine crustale remonte, et on assiste aussi à un effondrement gravitaire de la chaîne de montagne, avec notamment dans le centre de la chaîne la présence de failles normales qui témoignent d'un effondrement de la chaîne. Alors, pour illustrer ça de manière un peu plus simple, ça correspond un petit peu à ce qui se passe quand on fait un soufflé et qu'on sort du four. Donc au départ, le soufflé est très bien gonflé, etc. Et quand on le laisse refroidir, il a tendance à s'effondrer avec le milieu qui s'effondre en premier. Donc c'est un peu ce qui se passe actuellement dans les Alpes, à une vitesse quand même assez faible, donc c'est pas quelque chose qu'on peut voir facilement. Voilà pour les principales étapes des Alpes et les indices qui en témoignent. Donc pour le bac, ce qui est exigible, c'est d'être capable de retrouver dans des documents, par exemple pour un exercice 2.1 ou 2.2, les différents marqueurs qui témoignent des différentes étapes de la subduction. Vous pouvez avoir ce genre de marqueurs qui vous sont proposés pour une autre chaîne de montagne. Il faudrait être capable de reconstituer l'histoire d'une chaîne à partir de ce genre de documents. Alors, plus schématiquement, donc voilà un petit peu ce qui s'est passé dans les Alpes, avec ici une phase de rifting continental, divergente, toujours des contraintes divergentes avec l'ouverture de l'océan alpin, et pour finir, donc une disparition de l'océan alpin avec une collision continentale qui a donné un épaississement crustal et donc la chaîne de montagnes que vous connaissez des Alpes aujourd'hui. Alors, le cours, donc j'ai pris le cours du livre terminal, que ce soit bien rédigé, que tout soit présent, donc vous pouvez imprimer évidemment ce cours. Là, vous avez l'essentiel, donc c'est pas autre chose, c'est vraiment le résumé de ce qui est sur ces deux pages-là. Et pour vous aider à réviser, donc ça c'est un petit exo assez facile qui permet de reconstituer les différentes étapes de l'histoire des Alpes. Un petit QCM qui est tombé au bac à l'oral, donc ça peut vous montrer un petit peu le genre de questions qui peut, voilà. 1, 2, 2, qui est corrigé, donc vous pouvez aussi vous entraîner à le faire peut-être avec le corrigé pour voir ce que ça donne.
et un QCM aussi de type bac. Donc là que j'ai vraiment pris dans des annales. Donc n'hésitez pas à me poser des questions mardi si vous avez des difficultés ou vendredi matin. Donc il y aura un chat qui sera fait sur le bureau numérique dans l'espace de SVT-TS. Donc je serai disponible au créneau habituel où je vous ai en cours pour que vous puissiez poser des questions en direct et j'y répondrai pendant ces créneaux-là. En dehors de ces créneaux, vous pouvez quand même envoyer un message par le bureau numérique et je tâcherai de répondre le plus rapidement possible. Voilà, bon courage et organisez-vous.